Bonjour tout le monde, je m'appelle Michael. Puis aujourd'hui, on va interviewer la sœur Denise Bélanger. Donc, bonjour Denise. Bonjour, ça me fait plaisir. C'était quoi votre rôle en tant que sœur? Ben, en fait, je dirais que ça, ce que tu veux dire, au fond, c'est que pourquoi j'ai fait une sœur, Ouais. c'est ça? Alors, ben, disons, j'ai fait une sœur au départ parce que j'en ai vu d'autres qui s'occupaient de la jeunesse, puis je trouvais que c'était ça que je voulais faire, moi. Je voulais m'occuper de la jeunesse. Alors, j'ai fait une sœur pour ça. Puis j'avais une affinité très grande avec les adolescents. Fait que j'ai fait ma spécialité pour enseigner aux adolescents. C'était mon rêve puis mon projet. Fait que vous n'avez pas regretté de faire ça. Jamais, non. J'ai trouvé que j'ai eu une très, très belle carrière. OK. Puis si vous n'auriez pas été une sœur, est-ce que vous auriez fait... vous auriez eu un autre projet de vie? Bien, c'est sûr que, c'est sûr que j'avais, comme tout le monde, un chum, là. Et puis, mon ambition, c'était évidemment d'avoir une famille, d'avoir des enfants, parce que j'aime les enfants. Et puis, finalement, comment je dirais, un peu de façon mystérieuse, j'ai laissé mon chum, et puis voilà, au mois de juin, puis voilà, j'étais rendue chez les sœurs au mois d'août. J'ai pris cette décision-là. Oui, c'est un peu mystérieux, mais j'ai jamais regretté, même si j'ai trouvé quand même que c'était pas facile de passer de chez nous au règlement chez les sœurs. C'était Ouais. pas mal différent là, de chez nous. Là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore considérée comme une sœur? Ah si, oui, oui. Oui. Ah oui, 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 c'est évident que ça a toujours été le cœur de mon engagement, c'est de toujours rester, je dirais, fidèle à ce projet-là, à ce rêve-là, que j'ai eu de travailler avec la jeunesse. Hein. Puis j'ai pris ma retraite en 2003 de l'enseignement, ici à l'école secondaire. Et puis après ça, j'ai continué à être bénévole à l'école secondaire pendant 16 ans, quasiment 17 ans. C'est un peu la pandémie qui m'a arrêté. Ouais. Ouais. Ça fait que j'ai toujours, vois-tu, j'ai toujours continué dans la même ligne que je m'étais promis à 20 ans. Est-ce que vous étiez payé à être une sœur? Est-ce que vous aviez un salaire ou c'est juste du bénévole? Ouais. Bien, je vais te dire, quand j'ai commencé à enseigner, là, en 62, à la Malbaie, euh, j'avais évidemment fait mon bac en pédagogie. Pédagogie, ça veut dire l'enseignement. Hein. OK. J'avais, à cette époque-là, comme j'étais une sœur, je gagnais peut-être le 1/10 du salaire des autres professeurs, parce que nous autres, les sœurs, quand on se donnait à l'enseignement, c'était pas en vue je dirais, de faire des gros salaires, là. C'était en vue de voir à la jeunesse. Hein. OK. Et puis, fait que là, c'est ce qui fait qu'on acceptait d'enseigner avec un salaire moindre. Ça a été jusqu'en 72, là, on était payé selon ce que la commission scolaire décidait de nous donner dans le milieu, parce que c'était comme notre vocation, si tu veux, notre Ouais. mission, là, la jeunesse. Fait qu'on acceptait d'avoir un salaire moindre pourvu qu'on soit capable de vivre, là. Ça fait que, mais après ça, à partir de 72, là, on a commencé à entrer comme syndiqué, la convention collective, tout ça. On a commencé à avoir un salaire qui équivalait à un salaire de quelqu'un d'autre qui enseignait Ouais. avec moi. Quand que la pandémie va cesser un jour ou l'autre, est-ce que vous allez décider de vouloir recommencer l'enseignement à l'école secondaire? Ouais. Quand j'ai terminé en 2003, c'est que les dernières années, j'ai envie de dire, là, j'ai été quand même 32 ans à l'école ici, là, comme enseignante. À cette époque-là, disons, quand j'ai arrêté, c'est parce qu'on avait décidé qu'il n'y aurait plus d'enseignement moral et religieux catholique. Puis comme moi, je ne voulais pas, de par mon ancienneté, demander à quelqu'un d'autre de se tasser que je prendrais la place, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner en OK. 2003. Et puis après ça, j'étais bénévole, je n'avais pas de salaire. OK. Fait que c'est ça, c'est ce qui fait que c'était mon choix. Hein?
de continuer avec la jeunesse pareil. Toi, tu n'étais pas là à cette époque-là, mais là, j'allais dîner le midi, j'organisais des groupes pour aller servir les repas, la soupe populaire chez les itinérants à Québec. On faisait des cueillettes de bottes, des cueillettes de chaussettes pour Noël, pour les itinérants, parce qu'on a vu que c'était ça leur principal besoin. Ouais. Et puis après ça, je faisais aussi des fins de semaine de silence pour les jeunes, s'interroger sur les valeurs, puis qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, tout là. Fait que là, j'ai continué ça tout le temps. C'est les photos que tu as vues en bas tout à l'heure, là. C'était ça. C'était les fins de semaine où les jeunes s'arrêtaient de s'interroger sur leurs propres valeurs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie, quelles étaient leurs principales ambitions. Tantôt, avant de l'interview, vous parliez que vous étiez écologique. Ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, même une obsession, là, de faire attention beaucoup à l'environnement. Ça, j'ai commu, quand j'ai fait l'éducation, quand j'ai fait la formation personnelle et sociale à l'école, parce que je l'ai enseigné pendant 9 ans, il y avait le volet santé lié à l'environnement. Comme j'ai fait ça 9 ans, j'ai vraiment pris la piqûre moi-même là, de protéger l'environnement pour, évidemment, on dit que la Terre, c'est notre mère. Fait que notre mère, on y garoche pas n'importe quoi dans la face. Je fais attention au gaspillage de l'électricité, de l'eau aussi. L'eau de façon permanente, l'eau. Moi, je fais beaucoup attention pour ne pas gaspiller d'eau. Même si on dit qu'on en a beaucoup, c'est quand même fondamental de l'eau pour la vie. Et puis nous autres, on est chanceux. On ouvre nos robinets et on a de l'eau potable. Mais c'est pas comme ça dans tous les pays du monde. Ça fait que moi, je suis beaucoup sensibilisée à faire attention à l'environnement. Moi, mes parents avaient une ferme, OK? On avait des animaux, puis on était très sensibilisés je dirais, à nourrir convenablement les animaux, hein, puis à les respecter aussi. Puis on avait des très grands jardins que nous autres, on cultivait, nous autres aussi. Puis on avait tous notre part dans ça. Puis aussi, dans l'élevage des animaux, on avait tous notre part comme enfants. Hein? Puis c'est là que j'ai pris aussi, je pense, là, dans mes racines familiales, j'ai pris le goût de faire attention à l'environnement. Vois-tu, c'était comme dans ma nature. Mes parents étaient des gens qui respectaient beaucoup l'environnement. Tu sais, puis, Okay, ouais. fait que je me dis, vois-tu, c'est pas d'aujourd'hui que moi je suis sensibilisée à cette cause-là. Là. Ouais, ça a toujours été dans mes veines. Est-ce que vous aviez une grande famille quand vous étiez jeune? 5 enfants chez nous, oui. Donc, je suis la plus jeune. Vous êtes la plus jeune? Oui. Est-ce qu'il vous reste encore Est-ce que vous voyez encore vos frères et sœurs? Oui. Oui. Là, présentement, il me reste un frère et une sœur. Puis, je suis particulièrement très proche de ma famille. Je trouve ça fort important. En tout cas, pour moi, là, pour moi, ma famille, ça demeure des personnes desquelles je suis plus proche. Hein. Puis, ils restent assez loin, tous ceux qui en sont. Là. Ils restent pratiquement tous dans la région aux alentours de Montréal. Mais nous visitons beaucoup. Puis, je suis proche de mes neveux et nièces aussi. Les liens de famille, je trouve ça bien précieux. En tout cas, pour moi, là, c'est demeuré fondamental dans ma vie. Est-ce que, en tant que ça, vous avez le droit d'étudier à l'université, mettons, pour faire d'autres études? Chez les sœurs, tu demandes à faire des études, ça t'est jamais refusé. Hein? Okay. Alors moi, tu vois, là, j'ai eu la chance, permettre de dire ça, là, j'ai eu la chance de faire mon bac en pédagogie. Ça, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça, c'est comme 4 ans d'études à l'université. Puis par la suite, je me suis dit que je pourrais encore pousser mes études. Donc, j'ai commencé à enseigner à la Malbaie. Puis après cette année-là, je me suis rendue à Cap-Saint-Ignace et là, j'ai vu qu'il me manquait encore des éléments pour être plus perfectionné pour enseigner. Tu sais, ouais. Parce que là, on m'a demandé d'enseigner de la bio. Alors, je n'étais pas qualifiée pour ça, même si dans le fond, je me préparais quand même. Là. Fait que là, j'ai fait mon bac SR, qu'on appelait à l'époque, avec trois options. Hein.
3 options de 30 crédits. Et puis là, ben, j'ai pris l'option biologie pour me qualifier. Puis j'ai pris aussi l'option de mathématiques parce que je trouvais que j'avais une certaine aptitude pour ça. Puis j'ai pris l'anthropologie pour m'amuser un peu. Puis, fait que là, au-dessus, je me suis qualifiée pour être capable d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Si je change d'endroit, que je sois capable d'enseigner ce qu'on me demande de faire. J'étudiais l'été. Hein. L'été, j'allais à l'Université de Montréal, puis l'Université de Sherbrooke, l'Université de Québec, dépendant de l'été, là, pour continuer mon bac SAR. Puis après ça, j'ai continué quand j'ai vu qu'on me demandait de faire de l'enseignement religieux, puis que j'y trouvais beaucoup d'intérêt, évidemment, là, de par mon engagement. Là. J'ai fait mon bac en théologie. OK. Puis ils m'ont laissé faire même un stage en France, un stage interreligieux, pour un petit peu intuitionner c'est quoi les autres religions. OK. Fait que j'ai été 3 mois dans ce stage-là. Fait que c'est pour te dire que les sœurs, quand on veut étudier, ça ne nous est jamais refusé. Avant de devenir sœur, quelle congrégation vous vouliez être? Oui, c'est un mot compliqué, la congrégation. C'est qu'au fond, moi, j'ai étudié pendant mon secondaire chez les Sœurs de la Charité de Québec. Hein? Puis je trouvais qu'elles avaient de l'intérêt pour moi parce que elles avaient différentes branches d'options de choix pour le travail. Autrement dit, tu pouvais devenir infirmière, tu pouvais devenir travailleur social, tu pouvais faire de l'enseignement. Je trouvais que ça me convenait, moi, d'avoir un choix pour mon engagement. Puis une fois rendu chez les Sœurs, on m'a fait visiter d'une certaine façon les différentes options pour que je puisse me spécialiser. Je suis allée chez les malades pour voir si j'y trouvais de l'intérêt. Puis après ça, bien évidemment, on m'a amené au couvent Saint-Jean-Baptiste à Québec, c'était des petits primaires. Puis à l'hôpital, on m'a amené à le Robert Gifford. Toi, tu es trop jeune pour connaître ça, mais c'est un hôpital psychiatrique. Alors, ces 2 domaines-là m'ont tout de suite dit que non, je m'en irais pas en psychiatrie. Là. Je voyais que j'avais pas vraiment d'intérêt et d'aptitude pour ça. J'ai dit. Puis après ça, vois-tu, du côté des enfants, du primaire, alors, je les aimais, là, j'étais capable de jouer avec eux autres, organiser des jeux, mais de là à leur enseigner, je trouvais que j'avais moins d'attitude. Fait que ça m'a permis, vois-tu, de me brancher. Puis, travailleur social, oui, ça m'aurait intéressé. Mais ça m'a dit aussi que j'avais un intérêt particulier pour la jeunesse. Puis quand j'ai fait mes stages, j'ai fait mes stages pour voir si j'aimerais beaucoup les adolescents. Ouais. Alors, je l'ai fait aussi à Québec, au couvent, l'école Notre-Dame. Je ne l'avais pas connu sur la côte des Glacis. Puis ben là, j'ai dit, ouais, je suis dans mon élément. Ça fait que, vois-tu, c'est comme ça, vois-tu, j'en suis venue à m'orienter, vois-tu, de cette façon-là. Tantôt, je vous en ai entendu parler. Dans votre maison, il y avait d'autres sœurs avec vous? Oui. Bien, ici, quand je suis arrivée, ici, moi, en 68, hein, tu vois, ça fait longtemps, t'es loin d'être né, toi, là. Même tes parents n'étaient peut-être pas nés, là. Je suis arrivée ici, ce que tu appelles les habitations de Saint-Raymond, je ne sais pas si tu as remarqué, là, à côté de l'église, Ouais. il y a les habitations Saint-Raymond. Auparavant, c'était ce qu'on appelait le couvent Saint-Raymond. Tu regarderas l'histoire parce qu'il y a une grande plaque commémorative, parce que ça fait 125 ans que les Sœurs de la Charité sont ici à Saint-Raymond. Alors, je suis arrivée là. Hein? Puis, à l'époque, l'enseignement se faisait là aussi. C'était pas l'école secondaire, n'était pas ouverte. Hein? Okay. L'école secondaire est ouverte en 72. Ouais. Hein? Alors, c'est que j'ai enseigné là, ici, là, au couvent, pendant 12 ans. Puis, à un moment donné, ils ont vu que, ben là, voilà, qu'il y avait il y avait plus de clientèle qui était intéressée. Puis, on a commencé à changer aussi les commissions scolaires. C'est une très longue histoire, ça, qui fait qu'à un moment donné, on a amené les jeunes secondaires de Pont-Rouge à venir enseigner ici, c'est-à-dire recevoir des cours ici. Alors, on a regroupé les paroisses environnantes aussi. Alors, on a vu que le couvent était beaucoup trop petit. Puis les garçons, à l'époque, étaient ici, au collège, hein? Puis les filles étaient du côté du couvent. Alors ça a fait que finalement, ça a fait l'école secondaire pour nécessité de regrouper les enfants, puis ils se rendent jusqu'en 5e secondaire aussi comme enseignement.
Fait que c'est de même que j'ai vécu au couvent pendant 12 ans. Et puis après ça, vois-tu, j'ai vécu... à l'époque, on était 17 sœurs de la charité. Ouais. Hein? Et puis là, évidemment, après ça, ben, dû au fait que le couvent était devenu plus une école pour secondaire 1, parce que secondaire 1 n'avait plus de place du côté de l'école secondaire. Alors, ça a fait que finalement, le couvent aussi est devenu trop grand pour nous, hein, parce que là, tous les enfants étaient partis. On s'est acheté une maison pas loin de l'école. Alors, c'est ce qui fait que là, il y en a qui ont pris d'autres options. Fait que, à ce moment-là, on est devenu 5. Puis après ça, de fil en aiguille, on a j'ai changé d'endroit pour vivre. Hein. Puis finalement, ici, hein, j'arrive ici en 86 dans cette maison-là. Toi, ça ne te dit rien, mais pour la clientèle de Saint-Raymond, là, c'était le docteur Quentin qui avait ça, puis qui quittait pour s'acheter un condo. Et puis, nous autres, on a acheté ici parce qu'à l'époque, il y avait des compagnes avec moi qui travaillaient au foyer ici en face, là, Ouais. au CHSLD aujourd'hui. Mais là, ça fait 10 ans que je suis seule. OK. Parce que de l'une à l'autre, ils ont pris leur retraite, tous sont tombés malades. Puis là, qui fait que finalement, je suis seule présentement. Mais je garde pareil la maison parce que pour moi, c'est comme un lieu de rencontre. Là, tu sais, je suis bien située. Puis, je peux accueillir les jeunes. Tu as vu en bas, là, j'avais un très grand local. Depuis le temps que vous habitez à Saint-Raymond, c'est quoi la plupart des projets que vous avez faits dans cette Oui. ville? Ici, je n'ai pas enseigné de biologie, même si j'étais spécialisée, parce que, voilà, il n'y avait pas d'espace pour ça. J'ai commencé à faire de l'enseignement religieux. Et puis, de l'enseignement religieux, quand je suis venue avoir le goût davantage de faire de l'engagement pastoral, c'est ce qui fait qu'à l'école secondaire, j'ai travaillé à mi-temps enseignement et mi-temps pastoral. Hein? Autrement dit, des rencontres pour les jeunes en dehors des cours. Hein? OK. Puis j'en suis venue aussi, en travaillant en pastoral, à avoir différents intérêts pour les projets possibles avec la jeunesse. Puis là, il s'est présenté les Journées mondiales de la jeunesse. Ça ne dit peut-être rien, ça? Non. Les Journées mondiales de la jeunesse, ça a été créé par le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II qui a eu l'idée de se dire que la fraternité dans le monde, la paix, l'amour viendrait par la jeunesse. Donc, il faut essayer de rassembler les jeunes qui découvrent, qui ont des intérêts communs. C'est ce qui fait que j'ai préparé comme, je dirais, 5 journées mondiales de la jeunesse. C'était des jeunes de Saint-Raymond. On faisait du financement pour être capable d'avoir les sous pour aller vivre ces journées mondiales. Alors, vois-tu, moi, je te dirais que j'ai préparé pour les Philippines, hein, pour Paris, pour Rome, et puis finalement l'Allemagne, puis OK. Toronto, l'Allemagne. Et puis c'est ce qui fait que ces jeunes-là, eux autres, là, ils ont pris intérêt à garder des liens entre eux. Hein. C'est ce qui fait qu'il y a des groupes qui se sont formés. Donc, comme le groupe La Levée, où on se rencontre, quand il y avait moins d'obligations, on se rencontrait fréquemment, là, on ne passait pas un mois sans se voir. Et puis, on se rencontrait pour partager nos valeurs, puis aussi, je dirais, pour aussi échanger sur ce que c'est qu'on vit, puis, tu sais, nos besoins personnels, puis aussi échanger sur la foi, ça nous dit quelque chose, puis tout, là. Ça fait que ça, ces groupes-là, vois-tu, ils ont continué, les autres, à être ensemble, ça fait plus de 20 ans. Puis, vois-tu, ces jeunes-là aussi, tous les ans, ils participent à l'Arbre enchanté, ça dit quelque chose? Non, L'Arbre enchanté, ça, c'est organisé par les Chevaliers de Colomb un peu partout, sur les paroisses. Le but, c'est de ramasser des cadeaux pour les enfants de moins de 12 ans qui n'en auraient pas. Si le SOS, mettons, qui est l'organisme central, en donnait pas. C'est ce qui fait que nous, ça fait 17 ans, le groupe, là, on a la période de Noël, on chante pour ramasser des sous pour donner au SOS, pour qu'ils achètent des cadeaux pour l'Arbre enchanté. Ouais. Puis là, je continue aussi. J'ai préparé des jeunes pour la confirmation. Ouais. Puis ça, ben, c'est très agréable. C'est aussi des adolescents, ça. Hein? C'est toujours d'intérêt.
Puis là, actuellement, récemment, j'ai préparé les enfants du groupe La Levée, parce qu'il y a 19 enfants dans le groupe La Levée. Ils sont 14, eux autres, là, plus Ouais. les conjoints. Puis ils ont des enfants, hein, parce qu'ils sont tous entre, disons, 30 et 40 ans. Et puis, les autres, ils ont des enfants, puis c'est les enfants qui ont 7 ans à 12 ans, ont demandé de faire pardon et Eucharistie, ça dit peut-être rien, c'est les premiers sacrements, après le baptême. Là aussi, j'ai été demandée pour aller à l'hôpital du côté des soins palliatifs, ça dit quelque chose? Les soins palliatifs, ça dit quelque chose? Ça me dit de quoi, mais je sais pas. Ça veut dire c'est des malades là, qui, dans le fond, ne peuvent plus espérer de la guérison. OK. Hein? Alors, ça, je fais quelques fois que j'accompagne du monde là, qui, malheureusement, sont en fin de vie avec les situations que ça suppose. Est-ce que vous auriez tout fait vos projets si vous auriez pas eu la foi de le faire? Moi, je dis que, personnellement, pour moi, là, la foi en Dieu puis en Jésus, pour moi, là, c'est ma raison d'engagement, c'est la raison d'être. J'ai donné ma vie à Jésus. Fait que c'est sûr que si j'y crois plus, j'ai plus ma raison d'être ici. Hein? J'ai pas, je veux pas faire une célibataire, moi, là, où je fais rien de ma vie. Là. Pour moi, la foi, là, c'est comme Dieu qui m'accompagne dans mon quotidien. Puis ça, je trouve ça très important. Je dis, la foi, c'est comme un plus dans la vie. Tu peux vivre sans croire en Dieu puis croire à Jésus, bien d'accord, moi. Tu sais, tu fais ta vie humainement, puis c'est parfait. Mais si tu as la foi en plus, tu sais que Dieu t'accompagne, qu'il te donne la force pour vivre ce que tu as à vivre, c'est toute une autre dynamique dans la vie. Fait que moi, personnellement, en tout cas, là, j'aurais de la difficulté à aller aux soins palliatifs, surtout, si j'avais pas la foi. Ça ne veut pas dire que je vais là en obligeant les gens à croire à mes valeurs, puis tout, là. Ah. Mais au moins, pour moi, tout humain, quelle que soit sa religion, quel que soit je dirais, son rang social, c'est quelqu'un qui est aimé de Dieu. Il ne sait pas, mais il est aimé de Dieu. En tout cas, moi, c'est une de mes certitudes. Puis, fait que me dit, il n'y a pas d'humain, pour moi, qui est négligeable. Hein? Tout humain a une très grande valeur vis-à-vis de Dieu. Tout humain est habité par Dieu. Moi, c'est une de mes certitudes, même dans celui qui est le plus traîneux sur la rue, celui qui nous apparaît décroffé. En lui, Dieu vit, puis c'est ça que je me dis, il est aimé de Dieu. Puis, en tout cas, moi, j'essaie de dire au monde, tu es aimé de Dieu. Si tu savais ça, comment ça changerait ta vie? D'être tout seul, ça va, mais être avec un autre, ça va mieux. C'est ça. J'ai dit, c'est un don, ça, la foi, ça. Hein? C'est comme l'amour, ça ne s'explique pas. Mais on sent que quand on donne notre amour à quelqu'un, c'est gratuit. Hein? C'est un don que tu fais à quelqu'un de ton amour. Puis l'autre qui la reçoit, elle dit, il n'est pas obligé de m'aimer, là, puis il m'aime. C'est ça. Fait que la foi, c'est pareil, c'est un don. Hein? Mais il faut toujours le cultiver. C'est comme l'amour, si jamais je suis en amour, puis jamais, je sais pas, moi, que je fais des beaux yeux à ma blonde, ou tu sais, que j'y montre que je l'aime, bien, à un moment donné, l'amour, elle va s'éteindre. Pourquoi la jeunesse est importante pour vous? C'est difficile à définir pourquoi. C'est comme si ça allait avec mon feeling, là, tu sais, comment je dirais, c'est comme si j'avais cet intérêt-là, la jeunesse. C'est comme si pour moi, un enfant, a besoin d'un adulte, ou enfin souvent, là, tu sais, un enfant, ça mérite protection, ça mérite amour, ça mérite tendresse. Si tu veux une société qui marche, je dirais, qui marche bien, ça suppose que dans le fond, tu aides les enfants d'une certaine façon, en les respectant dans ce qu'ils sont, tu les aides à grandir. Hein? En tout cas, moi, c'est ça, c'est ma conviction. Puis moi-même, quand j'étais enfant, j'étais adolescent, j'étais un enfant assez perturbé. Je virais Atlas à l'envers. En tout cas, ça, c'est quand j'étais plus jeune. Et puis, je me suis dit, quand un enfant est perturbé, je me dis, je me reconnais un peu dans ça aussi. Je me dis, tu
Ça se place avec le temps. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, j'aime beaucoup la jeunesse. Ouais, ça, c'est une de mes, je dirais, une de mes préoccupations de penser à la jeunesse. Ah oui, oui. Sur quoi vous êtes le plus fier depuis votre début de carrière? Ça, je suis fière d'avoir réussi, réussi à rester chez ça, malgré les différences de caractère, puis tout, là, je suis fière de ça. Puis d'avoir persévéré. Ben, je peux dire que je suis fière. Mais comme je dis Saint Paul dit tout le temps, ce que je le suis par la grâce de Dieu. fait que là, moi, c'est ce que je me dis. J'ai été bien accompagnée. J'ai beaucoup demandé aussi, parce que j'ai pas trouvé ça facile par bout de rester chez ça. Là, mais c'est comme n'importe qui. Quelqu'un se marie, à un moment donné, il se dit, bon, je pourrais peut-être plus en prendre un autre, hein, ou un autre. Là. Fait que là, c'est la même chose. Là, pour rester fidèle, il faut persévérer, il faut demander de l'aide de quelqu'un, parce qu'autrement, on est dépassé des fois. Hein. Comment vous avez vécu ça qu'on tasse l'église de l'école? J'ai trouvé que c'était un appauvrissement du système scolaire. Il m'a dit, si on avait laissé au moins l'enseignement moral, hein, quand on dit la morale, là, je ne sais pas si ça dit quelque chose, hein, mais quand on parle de la morale, quelqu'un qui a de la morale, est-ce qu'il se conduit comme du monde, là? S'il n'y a pas de morale, il fait n'importe quoi. Ça fait que, vois-tu, c'est que l'enseignement moral a également disparu. Hein? Fait que je trouvais que c'est un appauvrissement. On a voulu donner le cours éthique et culture des religions. Ça, c'était magnifique, ça. Hein? Parce que ça permet une ouverture vis-à-vis de toutes les religions possibles au Québec, parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Fait que je me dis, ça, c'était excellent, ça, d'offrir ce cours-là. Ça, là, moi, je trouvais que c'était un enrichissement. Mais je me dis, un n'allait pas sans l'autre. Autrement dit, tu étudies les autres religions, mais ton point de référence, c'est la tienne. Parce que quand on évalue quelque chose, on a un point de référence. Vois-tu, ça fait 20 ans cette année là, qu'on a enlevé l'enseignement religieux au secondaire. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une détérioration. En tout cas, là, je ne suis pas négative là, vis-à-vis des enfants, là, mais une détérioration du système scolaire. Parce qu'on ne va pas à l'école juste pour apprendre les mathématiques, du français, puis l'algèbre, j'ai rien contre ça, là, puis les sciences. On est là pour essayer de se former comme humain totalement. Hein? On n'est pas obligé d'être d'accord avec la foi. Hein? Ouais. Mais au moins être capable d'exprimer tes questionnements, puis être capable de dire « je ne suis pas d'accord avec telle chose », être capable de t'exprimer. Hein? Bien là, il n'y a plus de lieu d'expression dans les cours qui sont plutôt d'apprentissage intellectuel. Et, comme je disais tout à l'heure, avoir fait la chance d'avoir fait je dirais, un stage là, avec des gens de toutes sortes de religions, ça m'a rendu plus consciente que tout humain a un questionnement existentiel. Autrement dit, qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? Je m'en vais où? Je vis pourquoi? Tu sais? Ça m'a rendu consciente que la nécessité d'offrir aux humains la possibilité de se questionner sur le sens de leur vie. Ça fait que l'école n'offre plus, on dit toujours on remet ça aux familles. Il y en a large sur le dos de la famille, là, parce que les familles, maintenant, les parents, les deux travaillent, sont très occupés, les enfants sont engagés dans les sports, il n'y a plus d'espace. Hein, il n'y a plus d'espace pour échanger sur les vraies valeurs. Les jeunes ne retiennent pas tellement ce que tu as dit en classe. Mais le contact qu'il y a eu avec eux autres, le lien que tu as créé, c'est ça qui reste. Ouais. Puis ma philosophie est là. Les humains ont besoin de liens. On a besoin d'être aimés. Puis ça, c'est une de mes convictions. Ma philosophie, c'est que tout humain, avant d'y faire un apprentissage intellectuel, je commence par l'aimer, puis créer des liens avec lui. Puis après ça, l'apprentissage va venir. Ben, les jeunes ne se souvenaient pas de ce que j'avais dit. Ils se souvenaient du lien que j'avais créé avec eux.